C'est reparti. Ok. Est-ce qu'il y a des questions face à la visualisation des processus qu'on avait vu la semaine passée, puis les signaux? Je sais qu'on était revenu avec la question de jobs, en fait, de l'exécution des processus et la visualisation avec jobs. En fait, quand on tape la commande jobs, pourquoi on ne voit que les processus qui sont sous moi? Donc, si on reprend ici, juste pour clarifier un point, qu'on avait vu avec xeyes, par exemple, et xclock. Si je prends xclock, paf. Donc là, j'ai roulé les deux processus, je les ai mis en background, et quand je fais jobs, je ne vois que les deux processus, xclock et xeyes qui sont là. Mais alors, si je fais ps aux, j'ai pas encore changé mon clavier. Si je fais un ps aux et que je grep pour mon user, je vois tous les processus qui sont à l'intérieur de pour mon user. Bien que jobs ne me montre que les deux processus là que j'ai démarré dans ma session. Okay. Puis on m'a dit, oui, mais les process jobs sont pas les mêmes processus que les autres. Non, jobs affiche des processus, mais à la différence de ps aux, il n'affiche que les processus dont le PID, le process parent, et le shell courant. Donc si je fais un ps3, donc une autre visualisation, et que je remonte, là il y a comme toujours beaucoup de processus. Je vais juste chercher, tu le vois? Ok, ouais, ici exactement. On voit xclock, là j'ai ma commande ps3 qui est ici. Donc jobs n'affiche que les processus dont le process parent, le PID est bash. Donc c'est pour ça que lorsque je fais jobs, il m'affiche ça reste des processus, tout comme les autres, mais au niveau de l'affichage de jobs, c'est juste ceux dont le processus parent est ma session bash. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ici j'ai jobs avec xeyes, mais si je prends une autre session, vi toto, avec CTRL Z que je le mets en background, et que je fais, jobs, je n'ai que vi, parce que si on reprend le ps3, ici, là, j'ai un petit peu trop zoomé. Je vais refaire mon PS3. Donc ici, j'ai que mon VI qui est pour cette session-là. Donc ça a été une des questions qui est revenue face à la session dernière. Donc, juste pour clarifier ce point-là, au niveau de jobs, pour le mettre en background, foreground, comme on l'a vu mardi dernier. C'est bon? Ah, ça c'est un cas. J'ai voulu fermer ma session, donc j'ai fait CTRL D pour arrêter. Puis là, il m'indique comme quoi j'ai un processus en background qui est VI. Donc je vais pouvoir le fermer. Là aussi, j'ai mes autres jobs. Donc là, j'ai mis en foreground, mais je vais simplement les fermer. Oups. Et voilà. Parfait. Donc, on va voir SSH. Là, ça va être, cette session-ci, ça va être assez basic. On va revoir la base du SSH. Là. Donc, on n'ira pas trop pousser. Mais l'objectif, en fait, c'est de voir après le SSH avancer. Donc, pas juste la connexion à une machine ou le transfert de fichiers, mais tout ce qu'on peut faire avec SSH, en plus le port forwarding, tunneling, X-forwarding. Donc, essayer de voir un peu plus comment on peut utiliser SSH vraiment comme un couteau suisse de l'admin et au grand désarroi de l'admin réseau qui essaye de bloquer l'environnement. Donc, on verra aussi 2-3 trucs pour quand vous êtes dans un café ou à la BNQ ou ailleurs, qui permet justement de s'octroyer quelques droits qui ont été malencontreusement bloqués pour le bien de tous et chacun. Donc, l'avantage de SSH, donc pour pouvoir établir une connexion, ça reste bien entendu l'aspect de la sécurisation. En fait, l'ensemble du protocole SSH nous permet d'avoir une connexion au serveur sécurisé via un protocole. On va voir un petit peu le détail du protocole, comment il fonctionne, juste pour avoir une compréhension haut niveau. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pourrez aller chercher plus d'informations.
On va voir qu'on va pouvoir faire une restriction au niveau des utilisateurs, mais avec username password, on va voir toute cette configuration et on va voir qu'il va être possible aussi de faire de l'établissement de connexion à SSH sans mot de passe, mais tout en gardant une sécurisation avec un système de clé privée, clé publique pour s'assurer que l'ensemble de la communication est sécurisé. Mais bon, bien entendu, quand on utilise une paire de clés, c'est souvent pour faire attention à la sécurité, parce que ça veut dire que les clés ont d'autant plus d'importance à ne pas les perdre. J'ai déjà la théorie du système de clés. Okay. L'établissement d'une connexion, là, j'aurais dû prendre ma tablette pour faire un schéma. L'établissement le SSH utilise le système de clés asymétrique. Donc c'est un peu comme les certificats qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a une clé publique et il y a une clé privée qui est utilisée. Donc le système de chiffrement asymétrique. Si je chiffre avec la clé publique, il n'y a que la clé privée qui est en mesure de déchiffrer le contenu du message. Et je pourrais chiffrer avec ma clé privée aussi, mais là à ce moment-là, toutes les personnes qui ont ma clé publique pourraient déchiffrer. Donc c'est dans un sens ou dans l'autre. Mais en fait, la clé privée elle reste sur le serveur et c'est toute la sécurité est basée là-dessus. Okay. Quand on utilise SSH, le serveur SSH va fournir la clé publique au client et après il va chiffrer les informations avec cette clé. Une fois que la première communication est utilisée, pour des questions de performance, SSH va utiliser des clés symétriques, donc comme un mot de passe, là, comme quand on prend un fichier puis on le chiffre avec un mot de passe, mais toute la sécurité est basée sur ce mot de passe. Donc si je prends un fichier, je mets un mot de passe, par exemple Toto, si je donne le mot de passe Toto à l'autre personne, il va pouvoir le déchiffrer. Mais là, à ce moment-là, je ne peux pas garantir l'interlocuteur avec qui je parle. La seule chose que je sais, c'est que avec ce mot de passe-là, n'importe qui peut le déchiffrer. Okay. L'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus performant que si on utilise un système de clés asymétrique, parce que c'est deux nombres premiers, la clé privée et la clé publique, donc ça demande énormément plus de ressources pour faire le travail, et vu qu'on est quand même une connexion SSH, qu'on veut optimiser le transfert, ils vont utiliser une clé asymétrique. Okay. Donc, si on regarde le processus d'établir une connexion sur une machine, okay. Chaque machine serveur SSH, ont la configuration, bien entendu, dans le répertoire ETC, dans le répertoire SSH. Okay. À l'intérieur, on voit ici, j'ai plusieurs clés qui sont présentes. Donc ça, c'est des clés, les clés publiques, .pub, si on regarde. Oups. C'est du DSA. J'ai plusieurs types de chiffrement. DSA, RSA sont deux types. Donc ça, c'est une clé publique et j'ai la clé privée qui lui est rattachée. Donc c'est vrai. C'est vraiment comme les certificats. Bien entendu, les deux sont joints. En fait, on ne peut pas dissocier les deux clés. Comme je dis encore, c'est deux nombres premiers qui sont utilisés. Okay. Donc j'ai l'ensemble des clés SSH au niveau du serveur. J'ai deux fichiers. J'ai le fichier sshd-config qui est la configuration du serveur et j'ai le fichier sshconfig qui est la configuration par défaut du client. Je pourrais overwriter ça là, comme ils le font pour certains systèmes d'automatisation, mais là c'est celui-là qui est par défaut. Si je fais un exemple d'établissement d'une connexion sur une machine SSH, je vais juste regarder c'est quoi l'adresse IP que j'ai oublié. Hop. Donc, si je fais une connexion SSH, hop. Avec tboot. Okay. Donc ici on voit la première chose qui va se passer. Il veut valider en fait l'échange de clés de la clé publique du serveur SSH. Donc ici, il me dit, je ne connais pas ce host-là, donc 72, 29, 97, 145. Il dit,
il a une clé que je n'ai pas stockée sur mon poste. Il n'a pas stocké encore. Donc, c'est la clé publique du serveur SSH. Okay? Pour pouvoir, vu que la première communication qui va être faite, j'ai besoin d'accepter cette clé publique pour après la prochaine communication que je vais envoyer à ce serveur-là, je vais la chiffrer avec cette clé publique. Est-ce que c'est clair? Donc, si je dis non, la connexion s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable après de continuer la communication. Parce qu'il n'est pas capable de chiffrer la suite de la transaction, la suite de la connexion avec la clé publique du serveur distant parce que je l'ai refusé. Okay? L'ensemble de ces clés est contenu dans mon Home Directory. Donc, à l'intérieur de mon Home, donc là on voit tous ce que j'ai les autres dans le point SSH. Et à l'intérieur, j'ai le fichier nohost qui liste l'ensemble des serveurs qui avaient les différentes clés. Okay. Avant la section ici, on voyait en clair le nom des machines. Maintenant, ils ont changé pour des questions de sécurité, mais encore là, ça se revert. Hein. C'est pas de la grosse sécurité qui est là, mais c'est juste pour que visuellement, ça soit moins évident à voir. Il faudrait que je regarde comment faire. Honnêtement, je sais pas comment faire le retour arrière de ça. Ouais, c'est ça. Peut-être un chat, man, parce que tu vois, ils ont peut-être remplacé le dollar. En tout cas, peu importe. Peu importe, là, je veux dire, ça se revient en arrière là, pour pouvoir en avoir. Donc ça, c'est les différents serveurs. Donc si on regarde, C-L, bon, j'ai 7 machines sur lesquelles je me suis connecté à l'origine. Hein? De quoi dans Windows? Au niveau de PuTTY, il va conserver aussi cette information. Ça, c'est sûr et certain, il n'a pas le choix de le conserver. Et c'est pour ça aussi que la première fois que vous établissez une connexion, il va vous demander. La deuxième fois, il n'est pas supposé vous demander. Imaginons que ça voudra dire quoi? S'il vous redemande d'accepter, ça veut dire que de l'autre côté, la clé, elle a changé. Pourquoi elle a changé? C'est ça qu'il faut se poser la question. Ou elle est compromise, donc la personne a mis une autre clé et il est entre les deux, puis là, vu qu'il connaît la clé publique, il va pouvoir déchiffrer parce qu'il a la clé privée aussi. Donc, il va falloir se poser la question. En fait, si vous êtes déjà connecté sur la machine et qu'il vous demande d'accepter le mot de passe, la clé, vous devez dire non. Et valider pourquoi cette clé elle a changé. Parce qu'il y a un problème de sécurité. Okay. On pourrait... Là, actuellement, ici, le problème, c'est que le réseau, il monte vite. Donc, c'est un peu difficile de le faire. Mais pour des environnements de production sécuritaire, comme PCI, par exemple, on devrait le faire. On devrait déjà le mettre sur les stations de travail, récupérer les fichiers de la clé et les mettre déjà sur les stations des utilisateurs qui vont l'utiliser pour éviter cet échange de clés. C'est sûr que c'est juste la clé publique qui passe. Donc, même si un attaquant récupère cette clé publique, il ne peut pas le déchiffrer le contenu parce qu'il y a juste la clé privée. Mais ça serait toujours plus safe que... Parce que ça reste que cette première connexion est potentiellement à risque. Ok? Donc là, je vais accepter la dite clé. J'accepte. Donc là, il le rajoute à l'intérieur de la liste du host. Là, on voit, ça prend un peu de temps parce qu'il a dû faire un reverse DNS de mon IP, je présume. Et là, je rentre mon mot de passe et la connexion est établie. Là, ici, l'ensemble des communications que je fais, c'est chiffré avec une clé symétrique. Donc, je n'utilise plus la clé publique pour pouvoir faire mes communications. Pour des questions de performance, ils ont déjà échangé. Donc, après... Donc ici, j'ai accepté la clé publique. Et là, entre les deux, avant que j'envoie mon mot de passe, le client SSH sur ma machine et le serveur ont négocié le niveau d'encryption qu'il doit avoir. Et ils ont négocié un mot de passe qui est utilisé pour chiffrer la communication. C'est exactement. C'est effectivement comme le SSL.
pour augmenter la performance. Effectivement, les serveurs web utilisent le même principe pour les communications parce que c'est moins lourd. Parce que quand on regarde les clés, si je regarde les clés, là, comme je montrais un peu plus tôt, là, c'est ça, ça, HD, hop, c'est pas ça, excusez, on va tout le temps voir le fichier de config. Donc là, on avait vu qu'il avait pris le SCS1. Donc, ça fait quand même des longs mots de passe qui sont utilisés, 256 bits, je présume. Donc, ça fait quand même des mots de passe plutôt qu'avoir un truc symétrique qui est plus performant. Je pourrais avoir aussi le fingerprint. Ouais, parce que ici, ce que j'ai fait, ouais, je suis sur mon poste. Si je remonte un petit peu, ici, là, ici m'a donné la fingerprint du serveur. Je pourrais valider cette clé en appelant l'administrateur, puis lui dire hey, la clé publique qu'on m'envoie, c'est le numéro Intel. Tu peux-tu me donner le fingerprint pour valider? Si on faisait tout le temps ça serait un peu compliqué, mais en théorie, c'est possible. Et avec la commande SSH keygen, le input file et la clé publique qui est mise. C'est bon? Okay. Là ici j'ai juste fait la démonstration pour faire l'installation du client et du serveur ainsi que le démarrage du service. Bon, maintenant on est confortable. Au niveau du fichier de configuration, donc le SSHD config, ici on peut définir le port que SSH va utiliser pour lire les communications qui vont arriver, donc avec l'entrée port. On peut définir si l'utilisateur root peut se connecter directement à la machine. Okay? Par défaut, sous Red Hat, cette option est à no, donc l'utilisateur root ne peut pas faire un SSH et se connecter directement dessus. Sous Ubuntu, il est à yes, mais vu que l'usager root n'a pas de mot de passe, ben c'est correct, ils peuvent pas. Il faut faire attention pour la question de la sécurité. On recommande de jamais permettre l'usager root directement de se connecter. Si l'usager va se connecter avec un user, son username puis son mot de passe, et après utilisera sudo voire su pour devenir root sur la machine. Donc c'est fortement recommandé de pas permettre l'utilisateur root d'établir une connexion. Okay. Donc pour le reste de la configuration, on va le voir plus tard. Ce que je voudrais d'abord voir, c'est les fonctionnalités possibles, et après on reviendra sur comment le configurer, l'activer, le désactiver, etc. Okay. Donc utilisation simple de SSH, donc là en SSH client Linux, donc l'équivalent sur PuTTY. Ça vous pouvez le faire sous PuTTY, mettre le nom user le nom de la machine, ce qui vous évitera de devoir taper votre user à chaque fois. Ce qui moi je trouve chiant puis complètement inutile, mais bon, ça c'est vous pouvez le mettre et le sauvegarder par la suite. Donc ici on voit deux formes d'écriture, donc le A commercial. J'ai pas montré aussi. Souvent ce que moi je vais faire, puis j'ai dû le faire, non j'ai pas dû le faire ici, je vais mettre -L tbootry, -L puis le username qu'on veut, parce que parfois je vais changer de user puis ça me permet de juste revenir à la fin de la ligne de commande pour changer mon user là. Mais bon, c'est l'autre manière de l'écrire, ou avec le A commercial. Comme je faisais mention, donc le .ssh avec le nohost où est contenu les clés publiques des machines sur lesquelles on a établi une connexion. Ok? Donc, là j'ai montré pour établir la connexion. Là, bien entendu, il ne me redemande pas la clé publique. Et il va juste me demander le mot de passe pour l'authentification et merci. Et là, je suis connecté sur la machine distante. Okay. Je vais regarder etc password. Donc ça c'est le fichier password qu'on voulait. Je vais peut-être prendre tcfstab. Ouais, parfait. Je vais prendre celui-là. Il est aussi possible de transférer des fichiers avec SSH, avec la commande scp. Donc, si je veux récupérer dans TMP, par exemple, je vais faire un scp. Je ne suis pas obligé de mettre le user, il va le prendre. Par contre, je ne sais plus l'adresse IP.
deux points, le chemin où récupérer le fichier et la destination, donc point si c'est dans le répertoire courant, ou je pourrais aussi mettre le nom groupe de je sais pas ça, je voulais le fstab fstab de workstation 1. Même principe, là encore là il me demande pas, il va utiliser le même protocole, donc il me demande pas l'acceptation de la clé, mais il va utiliser encore SSH pour faire le transfert du fichier, et voilà, maintenant j'ai le même fichier qui était sur la machine. Okay. On peut faire le transfert dans l'autre sens, etc fstab à bon, je vais mettre le nom au complet, tiens, et voilà, et je décide où le déposer. Donc ici je prends mon fstab et je le transfère à la machine distante dans un répertoire donné. Donc j'ai fait les transferts des deux côtés à partir de ma machine. Okay. Il est possible de transférer un répertoire, par exemple security. Pour ce faire, pour que ça soit récursif, je vais devoir mettre -R pour pouvoir le faire. C'est possible que j'ai... Bon, voilà, c'est pas si mal, j'ai juste une permission denied qui est présent. Donc, voilà. En fait, il faut faire attention, c'est un très bon point. Si je fais la même commande, mais que je ne mets pas de destination comme ça, il va me créer un fichier local avec le nom du fichier. Donc le 2 points est obligatoire, et si je veux le mettre dans mon home, je vais mettre 2 points, point. Donc on voit, ça c'est le résultat de la commande qui est là. Donc c'est pas du tout le SCP, là il a pas utilisé le protocole SSH. Donc je peux utiliser SCP pour copier fstab dans TMP Toto, là, ça marche très bien là. Je vois pas trop l'intérêt, mais ça marche très bien là. C'est secure copy là. Donc il n'est pas obligé d'être avec utiliser SSH. Si je veux faire la copie dans mon home, 2 points et le répertoire courant, donc le home, vu qu'il va initialiser la connexion, il va la mettre dans mon home. Oui, effectivement. Lui, ce qu'il va apprendre, c'est le get and password, et il va débouter. Bah là, c'est pas réaliste parce que je suis sur ma machine, donc en fait, il faudrait que je regarde sur la machine distante. Et get and, bah, je peux faire un écho de home, là, de mon home. C'est là que ça va le mettre. D'ailleurs, on le voit, j'ai le fstab qui est là, et l'ensemble des fichiers que j'ai transférés, security qui est là, et le fstab. Bien sûr, l'ensemble des commandes que j'ai montré que j'envoyais, par exemple etc security, je peux le faire aussi dans le sens inverse, sans dire security, donc je fais un récursif et je le déplace dans blabla, peu importe. Donc à partir du moment où on a SSH, on peut réussir à se connecter, copier, récupérer les informations de l'un à l'autre sans problème. Ah. En fait, ouais, moi je suis pas un fan de SFTP là. J'utilise toujours SCP, mais oui, ça pourrait passer aussi. C'est l'autre qui est possible. D'ailleurs, à la fin du document, vous verrez que je me suis référé à certains documents que j'ai laissés pour un titre de référence qui pourrait compléter. Et justement, il y a, je pense que c'est celui-là de Debian ou formation Debian, je ne sais plus, un des deux qui parle du SFTP. Je n'ai pas voulu charger parce qu'à chaque fois on a juste 1 heure. Fait que, si vous voulez voir plus en détail, vous pourrez regarder le concept. Okay. Il y a juste, je vais prendre une petite particularité à faire attention. Si vous êtes sur, parce que parfois il y a des personnes qui vont mettre le SSH sur un port différent, donc -P22, ça pourrait être 22 si c'est sur une autre machine. Comme on voit, parfois je le fais avec ma VirtualBox.
quand je fais les MAM à VirtualBox, je me connecte en port 2222. Donc ça c'est -P22. Là je vais juste, parce que là c'est celui-là qu'on utilise. Ah, je vais en profiter pour faire un... je pense pas qu'il y ait du IP tables là-dessus. Okay. Je ne sais pas si les équipements réseau permettent le transfert de fichiers. Le Viata, bien entendu, oui, parce que c'est du GNU Linux. Par contre, au niveau du Cisco, ça serait à essayer. Je suis pas convaincu, mais ça pourrait être à essayer là. Non, il est compris dedans. Ouais, il est compris dans SSH. Non, exact. Par contre, il est compris dans OpenSSH, donc l'implémentation libre de SSH. Je ne sais pas l'implémentation qui est présente sur les environnements Cisco. Je pourrais pas me lancer. Okay. Donc, si, pour les besoins de la cause, je vais juste changer le port de SSHD pour mettre ici 2222. Oups, 2222. Comme je dis, on reviendra sur les différents. Et je redémarre le service. Parfait. Tout bien. Si je regarde maintenant, on avait vu Netstat. Hein. Voilà, il veut pas. Je sais pas si ça va marcher. Pourquoi il veut pas enable to resolve? Ouais. Tiens, Justin, toi t'es sur la machine, je te demandais de 5, 9, ce qu'il veut pas parce que je suis connecté dessus. Pourquoi mon sudo il... non, je n'ai pas le mot de passe. Mais je pense pas que c'est lié au fait. Donc comme on a vu là, j'ai essayé de killer proprement le processus sans qu'il fasse son processus de fermeture normale. Il veut pas. Et là, j'essaye de le... C'est pas ça. Ok, donc là il l'a fait. Bon, il était peut-être juste plus lent à le faire là. C'est toi qui l'as redémarré, Gislain? Ok, bah fais CTRL-C. Bon, parfait. Donc là, si je refais la connexion, donc là attends, SSH. Si je refais le SSH normal, connection refuse, bien évidemment, je vais devoir mettre le -P 2222. Il ne me redemande pas, c'est la même clé, donc il l'avait déjà. Parfait. Là, il y a juste une passe, c'est que juste, pourquoi je voulais juste en nommer, c'est qu'on peut passer du temps puis à se dire putain, c'est quoi le bordel. Si j'essaie de transférer un fichier avec etc fstab, peu importe, paf paf, ici il me dit non, ça marche pas parce qu'il dit connexion 2222, SCP ça prend un P majuscule. Ok, donc faut le savoir. Tu peux t'énerver sur le truc à dire merde, c'est quoi le bordel. Voilà, donc petite particularité à prendre en considération quand on est rendu à l'utiliser. Bien sûr, on peut utiliser toutes les variables avec étoile.text ou quoi que ce soit là, pour faire le transfert. Okay. Parfait. Ici, j'ai fait... ça, ici, on voit justement la différence entre le protocole du Telnet et le SSH. Au niveau de Telnet, vu que c'est en clair, tout ce qui passe sur le réseau est en clair. Donc, tu as juste à récupérer s'il y a quelqu'un qui réussit à sniffer le réseau. Peu importe de comment il y arrive. Il nous fait la petite démonstration avec Wireshark ou TCP-Dump. Hein? Donc là ici, là parfait, c'est la même chose avec Telnet. Avec le protocole SSH, c'est exactement ce qu'on a parlé. On fait
Non, je vais venir ici. Donc là c'est chiffré, juste un instant, je cherche l'autre, clé publique, clé privée. J'ai le schéma. Ok. Donc c'est ce qu'on avait parlé, c'est-à-dire que le serveur a une paire de clés qui est là, donc la verte, et ça c'est la clé privée. Bien sûr c'est des mots plus longs là, mais donc quand il envoie sa clé publique, donc celle que j'ai acceptée. Donc là ça sert à rien parce que pour pouvoir décrypter les messages qui sont cryptés avec C4A et blablabla, la seule manière que je peux le faire, c'est en ayant la clé, le mot de passe 99O0 porn, non, PN9. Donc voilà. Lui, ce qu'il fait, c'est que il va choisir, il va mettre un mot de passe. C'est sûr que c'est un peu plus complexe que ça, là. C'est résumé, là, on va dire. Lui, il va dire, ok, bon, je choisis un mot de passe. Le mot de passe top secret et je le chiffre avec la clé publique qui m'a été envoyée. Il renvoie le mot de passe top secret, mais bon, ça a été chiffré avec la clé. Le serveur est capable de le déchiffrer avec la clé 99 machin point. Donc là, il dit ah, je peux pas le décrypter. Ah, là c'est ça qui est super cool là, quand view image. Hein, donc lui il a réussi à le décrypter comme je disais, donc là il a le top secret, hein, et là ils échangent maintenant l'ensemble des messages avec le mot top secret, donc le personne. En fait ce mot de passe là, on pourrait le voir, il est régénéré, il y a un heartbeat si on peut dire là. Le mot de passe qui est négocié, c'est pas celui-là qui va être utilisé tout le long de la session. Il y a un cycle qui se fait pour le renégocier régulièrement. Okay. Si vous voulez plus de docs là-dessus, j'en ai. Je pourrais vous transférer quelque chose avec plus d'informations. Le problème, c'est que c'est pas nécessairement sous licence libre, donc c'est pas sur le site. Voilà. Donc, ce qui nous amènera, je ne vais pas le lancer aujourd'hui là-dessus, mais on va voir l'utilisation de l'authentification par clé, donc sans utiliser de mot de passe, et on verra l'affichage, le port forwarding pour l'affichage graphique, afficher ce que l'écran à distance, et on verra aussi le port forwarding et la définition d'un proxy, donc comment utiliser SSH server comme un proxy pour mes autres machines. Mais ça, comme vous voyez, c'est pas complété. Mais on va voir que c'est très pratique, surtout quand on est en voyage. C'est essentiel. Quand on est dans une ville avec le réseau public, c'est très pratique. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir un serveur SSH distant, préconfiguré pour les besoins de la cause. Là. Mais ça marche très très bien. Ah oui, il faut que je fasse aussi quand on est dans l'aéroport. Ouais. Je vais rajouter ça pour la prochaine fois. Donc il y a différents trucs qui permettent de réussir à faire en sorte que on pouvoir avoir un internet complet sans payer. Tu sais quand ils demandent ta carte de crédit là, ça te prend un serveur SSH configurable. Ça marche pas partout là, mais ça marche bien. Voilà. Donc ça va être la semaine prochaine. Plus Laurent sera de retour. Alors à la matière aussi. À ne pas utiliser. Attends, je vais l'arrêter maintenant la vidéo. Merci.